Aujourd'hui, 11 septembre, journée internationale du Porto, et j'ai donc opté pour ouvrir une bouteille de Porto. Donc la voici, c'est un Porto Vintage 1999, donc c'est un vin qui a 23 ans, voilà. Alors avant d'expliquer ou de déguster surtout la bouteille, et d'expliquer l'origine de cette bouteille-là, vous aurez commencé par un rapide tour d'horizon du Porto, parce que je pense que c'est important de comprendre. Alors, il faut savoir que le vintage, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vin millésimé. Parce qu'en réalité, la plupart des Portos n'ont aucun millésime. Donc la très grande majorité. Alors, Porto, à l'origine, donc c'est un vin qui est muté par ajout d'une eau de vie. Alors, cette eau de vie, normalement, c'est une eau de vie de raisin, et parfois, ça peut être une eau de vie de lit de raisin, lit de vin. Voilà. Donc, il y a en gros, sans rentrer trop dans le détail, et qui fait que, à un moment donné, évidemment, le raisin, comme partout en Europe, a une teneur en sucre. La fermentation commence, et la fermentation est stoppée avec un sucre résiduel par ajout de cette eau de vie à hauteur à peu près de 20%, donc un volume pour 5, et normalement un Porto est aux alentours de 16 ou 20 degrés, suivant effectivement ce dosage et l'arrêt de la fermentation. Voilà, pour faire simple. Alors la majorité des Portos que l'on déguste dans le monde, qui sont dans les bouteilles de Porto qu'on voit un peu partout, qu'on utilise d'ailleurs dans les cocktails, sont ce qu'on appelle les rubies. Ce sont des Portos à déguster jeunes, donc qui n'ont pas de capacité de vieillissement. Ensuite, il y a les réserves, les rubies réserves. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les tawny. Alors les tawny, ce sont effectivement les Portos qu'on fait oxyder jusqu'à ce que le vin soit complètement atteigne son palier et ne soit plus en capacité d'évoluer. Donc typiquement un tawny, quel qu'il soit, vous pouvez ouvrir la bouteille et la consommer sur, on va dire peut-être pas un an, mais plusieurs mois. À la différence du vintage sur lequel on va revenir. Et donc un tawny peut être peu vieilli et peut aller jusqu'à 40 ans. Il y a des tawny de 10, 20, 30, 40 ans. Et chaque fois qu'on monte en âge de vieillissement, donc c'est vraiment 40 ans en fût, dans des grands fûts de chêne, et le résultat peut être totalement époustouflant. Et ensuite, on arrive avant d'arriver au vintage, à la Colletta. Et le Colletta, c'est un tawny millésimé. Alors des fois, on est un peu perdu entre une Colletta de 1999 et un vintage de 1999. Là, en l'occurrence, un Colletta, c'est déjà un vin qui est largement oxydé, qui est oxydatif, et donc, bien qu'il soit millésimé, vous pouvez l'ouvrir et le consommer sur une plus longue durée. Les vintage, c'est comme un vin, c'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas le vin s'oxyder, c'est pas un vin oxydatif, donc c'est un Porto d'une année. En général, toutes les années ne sont pas des années vintage. Il y a des années qui sont déclarées par le syndicat, et puis il y a certaines maisons qui vont plus loin et qui sont plus restrictives, et comme on dit, qui ne déclarent pas leur vintage, donc qui continuent à l'assembler dans les autres cuvées du domaine. Voilà. Et là on arrive au vintage donc, de Kopke. Kopke, donc, c'est à l'origine un Allemand qui a été consul général de toute la confédération des ports du nord de l'Allemagne à Porto, et c'est au XVIIe siècle qu'il a atterri comme consul général, et il a effectivement démarré son activité, fondé la maison Kopke, qui était d'abord une maison de négoce. La maison a attendu assez longtemps avant d'avoir ses propriétés vinicoles. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle a commencé à avoir ses propriétés vinicoles, et en 1922 a racheté une grande maison qui avait aussi des propriétés, et c'est là, dans cette grande quinta, que s'est installée
la maison Kopke, qui est, je pense, toujours dans la famille depuis de multiples générations. Voilà. Et donc là, on déguste donc un 1999, donc c'est un vintage dans une bouteille de 50 centilitres, très joli d'ailleurs. Je l'ai débouché non sans mal. Le bouchon est assez petit. Alors peut-être 50 centilitres, alors ils ont fait peut-être un bouchon en, en relation avec la bouteille. Bon, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, les vintage ont des bouchons de bouteilles de vin classique, alors que tous les autres Porto ont le fameux bouchon qu'on peut retirer et remettre, qui est une sorte de capsule avec un bouchon en dessous, qui est très connu, qu'on voit un peu partout. Donc là, on est vraiment face à un vin. Alors, un vintage, comparé à un vin rouge tranquille, classique, fermenté comme on le fait normalement pour un vin rouge, va peut-être tenir, une fois ouvert, plus longtemps. Mais on ne parle pas en mois. Donc là, je vais peut-être le goûter. Bon, je vais le déguster tout de suite, là, à l'ouverture. Et puis, je vais peut-être le goûter dans quelques jours, voire peut-être 10 jours, pour voir comment il a évolué, histoire de voir, parce que je pense qu'il a quand même une capacité de vieillissement qui est absolument remarquable. Alors, je parlais des Colheita. Les Colheita peuvent vieillir de manière extraordinaire, et les vintage aussi, hein, peuvent vieillir fermés, je veux dire. Mais les Colheita peuvent vieillir ouverts pendant très longtemps. Et j'ai le souvenir d'un Colheita, je crois que c'était 79 ou 81, en tout cas autour de l'année 1980. Il y avait tout juste un fond de bouteille et je pensais que c'était foutu. Et je sers, et c'était une des plus belles expériences gustatives que j'avais jamais réalisées, et c'était un bonheur incroyable, une densité, une concentration. Donc là, on n'en est pas là. On n'est que sur un 99, on va dire, c'est déjà pas mal, qui vient tout juste d'être ouvert. Et voilà, donc j'ai pris un verre, je ne sais pas si c'est le bon verre, mais en tout cas un verre assez évasé, plutôt petit, parce que le Porto titrant à 20 degrés, on le consomme avec beaucoup plus de modération qu'un vin. Quoique aujourd'hui, les vins rouges commencent à titrer 15, parfois 16. Mais là, bon, on n'y est pas encore sur les vins rouges classiques. Alors d'abord, une couleur brique assez belle, déjà évoluée, sans aucun doute, avec de beaux reflets, cerise un peu caramel, et avec une robe tout autour qui va vraiment vers le caramel. Voilà. Alors au nez, c'est évidemment très différent de tout ce qu'on peut imaginer, y compris même un Porto Ruby classique. Là, on est sur... c'est assez amusant, il y a beaucoup d'épices. On dirait presque de la pomme à la cannelle. Un léger côté poivré. Et après agitation sur la date de la figue, confiture de figue, en tout cas, c'est vraiment un super... Alors, l'attaque est d'une douceur et d'un soyeux absolument remarquable. Malgré les 20 degrés, on sent pas du tout, on sent un peu de chaleur en bouche, mais cette chaleur n'est absolument pas gênante. Et il y a surtout beaucoup d'arômes confiturés, de fruits noirs, cerises, figues, et un peu de dattes d'ailleurs. Et
une magnifique explosion en bouche et puis une fin longue et chaleureuse et douce. Voilà. Vraiment un délice. Alors, la température de dégustation, je conseille plutôt vers 15-16 degrés. Pas plus chaud parce que quand même c'est un vin qui est à 20 degrés, mais pas plus frais parce qu'on risque de perdre un peu l'arôme, l'aromatique, la profondeur et le fruit. Voilà. Donc bon, ça part vite, hein. Faut y aller doucement, 20 degrés. Santé, vive le Porto. Et je voudrais juste terminer pour dire que, un petit trait d'histoire, le Porto est la plus vieille appellation dans le sens géographique, puisque à un moment donné, le Porto a eu beaucoup de succès parce que justement il pouvait être facilement transporté grâce à l'ajout d'eau de vie. Donc il en a fait ce qu'on appelle des vins fortifiés, comme les vins de Madère et les Banyuls dans le Roussillon. Et du coup, donc c'est un vin qui a énormément voyagé, qui a eu énormément de succès, en particulier chez les Anglais. Et la petite histoire est que, avec le succès, la quantité venait devant la qualité, et donc tout était nommé Porto. Et le ministre de l'époque, je crois que c'était au milieu du 19e siècle, a édicté un décret pour définir les contours de l'appellation d'où on peut produire du Porto. Ces contours sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un des premiers décrets d'appellation, si on peut dire, au sens ancien, mais qui se rapprocherait de ce qu'on a fait au XXe siècle, en particulier en France, à partir de 1935-1936. Donc presque un siècle d'avance au Porto. Donc vive le Porto et puis à très bientôt.